Communication, donc, la première est bibliographique. J'ai vraiment suivi à la lettre le thème, qui est celui d'une archéologie de l'indignation politique. Donc, bibliographiquement, d'abord, je voudrais rappeler qu'on ne rencontre en français qu'un rare exemple de l'histoire d'un pathos, d'une émotion, et c'est justement le livre de Anne-Claude Ambroise Rendu et Christian Delport qui s'appelle L'indignation, histoire d'une émotion politique et morale, 19e et 20e siècle. C'est un livre qui est donc paru avant l'affligeant succès du Factum de Stéphane Hessel et qui s'inscrit virtuellement dans une problématique négligée, celle de l'historicité du caractère variable, non pas des passions comme telles, mais de l'expression oratoire des émotions et dès lors de l'histoire des formes d'émotivité langagière prédominantes dans des conjonctures données. Ce n'est pas par hasard que, de mon côté, la notion de ressentiment, qui désigne dans le langage ordinaire un état d'âme proche de la rancœur, de la rancune, etc., s'analyse chez Nietzsche et chez Max Scheler comme un type argumentatif et herméneutique, fondateur d'une morale et moteur d'idéologie politique, indignation et ressentiment à creuser. C'est la fin de la première communication. Voici la deuxième. Une bonne partie de mes livres d'histoire des idées politiques recoupent en fait cette histoire de l'indignation. Ça va être donc l'occasion pour moi de remonter une généalogie vers ce qui me paraît marquer une origine. L'époque romantique a inventé quelque chose de décisif pour la modernité, la critique sociale, laquelle consiste d'abord, elle, à dégager de l'enchevêtrement des faits sociaux des situations qui frappent l'esprit d'indignation. Cette critique part d'un scandale fondateur face au mal social, c'est-à-dire qu'elle part d'une discordance ressentie entre le monde et la conscience. Et la conscience n'est consciente de sa singularité et de sa bénignité qu'autant que ce monde inique la choque et la blesse. On doit appeler gnostique le sentiment qui voit le mal et découvre qu'il ne peut le percevoir que parce que sa conscience blessée est extérieure au monde mauvais. Les victimes de la société sont les témoins à charge d'un réquisitoire qu'on va dresser contre celle-ci. Innocentes par définition, les victimes sont les vivants reproches de l'iniquité. La pensée indignée, toute pensée indignée, s'érige en tribunal. Il suffit de les faire défiler à la barre. La critique sociale, telle qu'elle apparaît à l'époque romantique, développe non pas l'énumération de mots sociaux isolés, mais la thèse, ou plutôt la démonstration du triomphe du mal omniprésent. Le monde actuel est le pire des mondes possibles, il est pire que toutes les sociétés passées, le mal y triomphe, il prolifère, les scélérats et les profiteurs tiennent le haut du pavé, la topique du règne du mal accompagne en basse continue le discours de la modernité. Mes livres, et notamment le marxisme dans les grands récits, montrent une manière de raisonner qui perdure jusqu'à nous. Elle fonde sur l'indignation qu'inspire le cours des choses, un raisonnement démontrant l'avenir fatal qui la dissipera. Le raisonnement militant tire de l'omniprésence du mal la conclusion que la société est mal faite, le corrélat qu'elle devra être entièrement refaite sur d'autres bases, et puis la nécessité morale et tout d'un tenant la fatalité historique de l'avènement du bien. Le spectacle de l'ignorance, de la misère, de la prostitution indigne, mais il invite à conclure que tout ordre social dans lequel persistent ces signes hideux est fatalement condamné à périr. Le doctrinaire romantique projette dans l'avenir un contrefactuel idéal, extrapolé de l'indignation que lui inspire le monde, et puis il en tire une preuve par l'avenir. Il fait de cet avenir meilleur le juge du présent, et démontre par une suite de pétitions de principe que la société présente est non seulement malfaisante et criminelle, mais aussi précaire et condamnée à disparaître. La critique sociale démontre par l'avenir que le monde empirique n'est pas bon, et qu'il est d'autant plus mauvais qu'il pourra être tout autre, et qu'il ne dépend que des hommes de l'organiser autrement. Frappée de motifs de scandales multiples, la critique sociale cherche à mettre le doigt sur le scandale le plus frappant et l'absurdité la plus criante, comme si cette absurdité la plus criante allait livrer la clé. Que la misère soit engendrée par la prospérité industrielle et non malgré ses progrès, c'est le lieu commun des réformateurs, c'est la thèse de Charles Fourier, et c'est ce qui fait qu'un inconnu nommé Karl Marx admire vers 1840 Charles Fourier. Pour le pacifiste, le surarmement des peuples naturellement pacifiques forme la grande contradiction qui l'obnubile.
Et pourtant, je cite Paul Robin, dans cet immense et commun amour de la paix, les budgets de la guerre s'enflent et montent partout d'année en année. Paul Robin, médecin néo-malthusien, était aussi eugéniste. Il y a eu un eugénisme anarchiste de gauche. La société, par une bienveillance mal inspirée, fonctionne systématiquement à l'envers des intérêts de la race et prend moins de soin de l'espèce humaine que des animaux d'élevage. Scandale d'indignation ici. Pour sa propre race, écrit Paul Robin, l'homme moderne fait de la sélection à l'envers. Il soigne les faibles, les attardés, les dégénérés. Je vous rappelle que c'est un homme d'extrême gauche qui parle, c'est pas un futur nazi. Il triche en leur faveur contre les forts, les meilleurs du corps et du cerveau. Ce que je veux dire, c'est que chaque grande idéologie du siècle des idéologies a eu ainsi son scandale fondateur, c'est-à-dire un fait plus inexplicable et intolérable que les autres, qui était le moteur et le légitimateur de l'action. Nulle part, communication 2 bis. Nulle part, la preuve par l'avenir ne s'exprime mieux que dans l'étrange argument contrefactuel du témoin futur, c'est-à-dire du voyageur temporel venu du bienheureux XXe siècle observer la situation au XIXe, et jetant un regard incrédule sur les horreurs d'une société disparue. Dans quelques générations, écrit Pierre Leroux, les hommes considéreront avec pitié cette France du XIXe siècle que quelques-uns présenteraient comme le dernier terme de la civilisation. Ils la considéreront avec le même dégoût que nous considérons la pourriture de l'Empire romain. Pour une critique qui puise sa dignité dans une indignation à l'égard du monde, rien n'est plus scandalisant que de faire voir les mots présents du point de vue d'un avenir dont ils auront été éradiqués. 3. Tous les réformateurs sociaux ont narré le premier scandale, c'est-à-dire celui qui était à l'origine de leur conversion à l'humanitarisme, au socialisme, de leur mandat de vie, de leur découverte d'un remède. Pour Charles Fourier, c'était une pomme qui avait tout déclenché. Il écrit ceci: une pomme devint pour moi, comme pour Newton, une boussole de calcul. Cette pomme digne de célébrité fut payée 14 sous, donc 70 centimes, par un voyageur qui dînait avec moi chez le restaurateur Février à Paris. Je sortais alors d'un pays, la Normandie, où des pommes égales et encore supérieures en qualité se vendaient 1 demi-liard. Et c'est ce qui permet à Charles Fourier d'inventer une grande loi de l'histoire. C'est la loi des 4 pommes. En effet, toute l'histoire humaine se clarifie si vous voyez qu'il y a 4 pommes. La pomme d'Ève, pomme négative, la pomme de Paris, deuxième pomme négative, la pomme de Newton, pomme positive, puisqu'il la reçoit sur la poire et il découvre la loi de la gravitation, et la pomme de Fourier qui lui permet de découvrir la loi de l'attraction universelle. Bien. Un autre événement avait mis Fourier en face des crimes du commerce. Moi-même, écrit-il, j'ai présidé en cas de commis à ces infâmes opérations et j'ai fait un jour jeter à la mer à Marseille 20 000 quintaux de riz qu'on aurait pu vendre avant leur corruption avec un honnête bénéfice si le détenteur eût été moins avide de gains. Ce sont les 2 grands thèmes de Fourier, l'attraction universelle et les crimes du commerce. 4e, communication sur indignation et polémique. Je pense que l'un des grands problèmes de la rhétorique, telle que je la pratique, c'est de savoir le point où l'argumentation le cède à l'intimidation. C'est-à-dire où votre interlocuteur, par l'expression de son indignation à l'égard de vos idées, vous fait sentir que toute objection devient téméraire et blâmable et que vous avez intérêt à vous taire. Tous les moyens discursifs destinés à faire honte, à faire taire, à menacer plutôt que de donner des raisons et à mettre par là un point final au débat seraient à lister ici, notamment l'étiquetage condamnateur accompagné d'un ton outragé et menaçant, raciste, machiste, sexiste, homophobe, etc. L'argument par la qualification, et notamment par la qualification juridique, qui est très fréquente de nos jours, de harcèlement sexuel à génocide. On rencontre ici, dans les traités classiques, toute la série des sophismes en hâte, c'est-à-dire ad verecundiam, vous devriez avoir honte de soutenir une idée pareille, seul un fasciste pourrait penser ce que vous pensez. Le sophisme ad misericordiam, l'appel au sentiment, le sophisme ad ignorantiam, prouvez-moi que j'ai tort ou taisez-vous, généralement un peu exaspérant. Le sophisme ad populum, appel à la galerie, aux passions, à la passion et à ses passions et ses préjugés, depuis la croyance aux sorcières jadis jusqu'à la croyance aux sondages aujourd'hui. Le sophisme e consensu omnium, tout le monde le pense, alors vous devez l'admettre.
Le sophisme ad odium, c'est appelé procès d'intention, imputation de mauvaises intentions dissimulée sur une thèse apparemment innocente, et le sophisme ad metum, spéculer sur les conséquences fâcheuses de la mesure. Donc, tout ceci me paraît en effet ce point de passage où l'argumentation devient, par le biais de l'indignation, intimidation. Je vous présente maintenant un grand cas d'intimidation, et d'indignation plutôt, c'est Kropotkin. Je ne peux pas représenter Kropotkin. Kropotkin décrivant que Karl Marx est un réactionnaire, ou du moins un être tiède et suspect. Nul ne s'indigne plus, en effet, vous le savez, qu'un militant qui voit un autre se contenter de demi-mesures et pactiser ainsi avec les ennemis du peuple. Or, Karl Marx a écrit dans la critique du programme de Gotha en 1875 que le travail, pour servir de mesure dans un régime socialiste, une phrase bizarre, le travail devra être calculé d'après la durée ou l'intensité, sinon il cesserait d'être un étalon de mesure. C'est Marx qui parle. Ce droit égal est un droit inégal pour un travail inégal. Il reconnaît tacitement comme un privilège de nature le talent inégal des travailleurs. Autrement dit, Marx dit que l'inégalité naturelle, intellectuelle ou musculaire, d'énergie ou de talent, se reflètera encore au début du régime collectiviste dans une rémunération inégale. Mais, ajoutait Marx dans la phrase suivante, la pleine justice sera atteinte dans une phase ultime qu'il appelle communiste, dans une phrase supérieure de la société communiste, la société pourrait écrire sur ses bannières, ce qui veut dire qu'elle aura des drapeaux, mais enfin, elle pourra écrire sur ses bannières de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Or, cette relégation de la vraie justice dans un lointain avenir, cette perpétuation de l'inégalité après la Révolution indignait l'anarchiste Pierre Kropotkin qui écrit « Si la révolution sociale avait le malheur de proclamer ce principe, ce serait enrayer le développement de l'humanité pour tout un siècle. Rester salarié, le travailleur resterait plus que jamais esclave de celui à qui il sera obligé de vendre sa force, que cet acheteur soit un particulier ou l'État. » Vous voyez qu'une série d'objections proto-soviétiques sont très anciennes. Kropotkin donc partait de cet argument pour répudier intégralement le marxisme. Si le système salarial est un mal capitaliste, pourquoi les socialistes le perpétuaient-ils après la Révolution sous le nom de bon du travail, Labor Notes? Que fallait-il comprendre la distinction casuistique que fait Marx entre travail simple et travail qualifié dans la société future, sinon qu'il voulait qu'il y ait encore, avec une fourchette salariale plus étroite, des riches et des pauvres. La formule anarchiste, comme vous le savez, c'était dans toute sa plénitude, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses forces, ce qui revient à dire de chacun à chacun selon sa volonté. Si on suit cette règle, il ne subsistera évidemment plus dans l'avenir de rémunération, puisqu'aucun lien n'est maintenu entre les travaux fournis et les avantages que chacun peut demander et exiger de la société. Autrement dit, dans cette règle, les besoins sociaux se traduisent en un droit absolu. Si la société exige de chaque citoyen et lui assigne du travail qu'elle juge utile, alors n'est-il pas vrai, camarades, ou bien, comme on disait chez les anarchistes, compagnons, que tout travail a la même valeur à ses yeux? Est-ce qu'un ingénieur est plus utile et donc plus honorable qu'un maçon? Y a-t-il quelque raison pour laquelle Sarah Bernard devrait être mieux payée que la dernière des figurantes? Ça, c'est l'application de rationalité. On pourrait être choqué de voir payer identiquement un ouvrier rapide, habile et robuste contre l'apathique, le maladroit, le malingre, le retardé, mais au fond, pourquoi pas s'ils y mettent tous leur bonne volonté? Demande avec feu Gustave Hervé, qui à l'époque, avant de devenir pétainiste, est campé à la gauche de la SFIO. C'est la fin de la 5e communication, voici la 6e, elle est beaucoup plus courte. Friedrich Nietzsche a écrit « Nul ne ment plus qu'un homme indigné ». C'est la dernière phrase du paragraphe 26 de la 2e partie, intitulée « L'esprit libre » de Par-delà le bien et le mal, et c'est à méditer. Merci.